Pour les facteurs déclenchants, donc on va enchaîner avec les deux mêmes cas cliniques qu'on a vus ensemble lors de la partie diagnostic. Donc le sujet 5 EVCF 2016 et le sujet 3 EVCF 2015. Donc la question 2 du sujet 5 EVCF 2016, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à évoquer? Et la question 3 du sujet 3 EVCF 2015, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à rechercher pour expliquer cet épisode aigu. Donc c'est presque la même question, mais avec deux cas cliniques un peu différents. Donc un petit rappel de cours concernant les facteurs déclenchants. J'ai essayé de vous donner un petit schéma pour effectivement retenir presque tous les facteurs déclenchants et les facteurs de décompensation d'insuffisance cardiaque, parce que il y a 4 grands titres de facteurs déclenchants. Donc, le premier, c'est l'écart du régime. Ensuite, vous avez l'arrêt du traitement, tout ce qui est après cardiaque et enfin tout ce qui est extra-cardiaque. Donc, on rentre dans les détails. Donc, l'écart du régime, c'est en fait tout simplement l'écart du régime sans sel. Ça, c'est le premier grand titre, le premier facteur déclenchant, et c'est le plus important et le plus fréquemment retrouvé, le plus probable dans presque tous les cas cliniques. Ensuite, vous avez l'arrêt du traitement, c'est-à-dire une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si, bien sûr, le patient il a une hypertension artérielle qui est déjà traitée. Le troisième titre ou la troisième partie des facteurs déclenchants, donc c'est tout ce qui est cause cardiaque qui déclenche, qui décompense l'insuffisance cardiaque. Donc on a la poussée hypertensive, la poussée ischémique, surtout la fibrillation auriculaire, c'est le principal trouble du rythme qui donne une décompensation cardiaque aiguë, les cardiopathies hypertrophiques. Après, on a la TV, les troubles conductifs, l'endocardite, le traitement bradycardisant ou inotrope négative. Et aussi, vous pouvez trouver aussi les ruptures du cordage avec les dysfonctionnements valvulaires aigus. Donc voilà en gros les principales causes cardiaques qui décompensent, donc qui sont les principaux facteurs déclenchants d'insuffisance cardiaque aiguë. Et enfin, on a tout ce qui est extracardiaque, c'est-à-dire la fièvre, tout ce qui est infection, tous les types d'infections en fait, mais surtout la surinfection bronchique avec la pneumopathie, l'anémie aussi, l'insuffisance rénale, la décompensation BPCO ou asthme, la prise d'ANS ou corticoïdes, l'abus d'alcool et ou de drogue, la chimiothérapie cardiotoxique aussi, et enfin on a l'embolie pulmonaire et l'AVC. Donc voilà presque toutes les causes extracardiaques qui donc favorisent la décompensation aiguë sur chronique d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, essayez de retenir dans cet ordre-là. C'est un petit moyen mnémotechnique pour vous aider à retenir tous les facteurs déclenchants. Donc on revient à nos cas cliniques. Donc sujet 3 OVCF 2015, c'est le même cas clinique, on ne va pas relire l'énoncé. Donc en gros, c'est un tableau d'une femme de 78 ans qui vient pour tableau de dyspnée aiguë, c'est depuis quelques heures, et avec absence de fièvre, avec un ECG qui rapporte pas grand chose, qui est inchangé par rapport à celui du trimestre précédent, mais on trouve quand même une onde en D2, D3 AVF, avec absence de troubles de la repolarisation, l'hypertrophie et une hypertrophie ventriculaire gauche, une HVG. Donc la question 3, donc c'était la question numéro 1, c'était quel est le diagnostic? On a dit qu'il s'agit d'une insuffisance ventriculaire gauche avec œdème aigu du poumon. Et la question 3, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à rechercher pour expliquer cet épisode aigu? Donc là, je vous ai mis en rouge les principaux mots-clés qui vous aident à répondre à cette question. Donc la pression artérielle, elle est à 14,8, il n'y a pas de fièvre, et l'ECG, il est presque inchangé par rapport à celui du trimestre précédent. Donc,
On va reprendre le même ordre qu'on a vu donc, dans le moyen mnémotechnique et le petit rappel de cours. Donc il faut rechercher en premier lieu un écart du régime sans sel, même si ce n'est pas mentionné dans l'énoncé, mais il faut dire ça parce qu'il s'agit du principal facteur déclenchant. Ensuite, il faut rechercher une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si antécédent d'HTA traité, même si on n'a pas parlé d'antécédent d'HTA. Et il faut être bien vigilant le jour de l'examen parce que là, l'HVG qui est donc prononcé dans l'énoncé du cas clinique, elle est probablement effectivement en rapport avec une HTA chronique. C'est pour ça que raison de plus d'évoquer l'HTA même si ce n'était pas mentionné dans l'énoncé. Ensuite, on a tout ce qui est cardiaque. Il n'y a pas d'argument, il faut bien dire ça, donc qu'il n'y a pas d'argument, c'est les signes négatifs pour une poussée hypertensive parce que la tension elle est correcte. Il n'y a pas d'argument aussi pour une poussée ischémique aiguë, mais on a une évolution quand même d'une cardiopathie ischémique ancienne du territoire inférieur avec les anticules de nécrose en inférieur. Donc on évoque la cardiopathie hypertrophique devant les signes d'HVG et l'ECG. Et il faut rechercher quand même une introduction récente de traitements bradycardisants tels que les bêta-bloquants. Tout ce qui est extracardiaque, enfin, donc toujours les signes négatifs, il n'y a pas d'argument pour une infection ou une pneumopathie car on a une absence de fièvre, donc là il n'y a pas de fièvre dans l'énoncé, la température elle est correcte. Et il faut rechercher une anémie et rechercher une prise d'AINS ou de corticoïdes. Donc voilà comment répondre à la question. Essayez de mettre toujours les signes négatifs parce que c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on vous a annoncé que la pression elle est correcte, qu'il n'y a pas de fièvre, etc. pour vous dire que le CG il est inchangé, pour vous dire que tout ce qui est poussée hypertensive, tout ce qui est poussée ischémique et tout ce qui est pneumopathie n'est pas trop évoqué. Donc il faut dire ça pour avoir des points en fait sur la question. Et bien sûr, essayer de répondre dans cet ordre-là pour ne pas oublier aucun facteur déclenchant. Le sujet 5 VCF 2016, donc c'est un autre tableau clinique. En fait, on a déjà vu ça dans la partie diagnostic. C'est un tableau clinique de dyspnée plutôt aiguë sur chronique parce que la dyspnée elle traîne depuis 2 mois et on a une tension qui est à 160/93 quand même, mais avec une température à 38 aussi, donc il y a une fièvre et des œdèmes aigus de poumon, des œdèmes des membres inférieurs et une expectoration jaunâtre avec un ECG qui est toujours correct. Donc la question 2, compte tenu des éléments de l'observation, quels facteurs déclenchants sont à évoquer? Donc c'est presque la même question. Donc on va reprendre toujours, c'est pour vous dire qu'il suffit juste d'apprendre le petit schéma qu'on a vu ensemble pour et comme ça vous répondez à n'importe quelle question qui traite les facteurs déclenchants. Donc on reprend le même ordre, il faut rechercher un écart du régime sans sel, il faut rechercher une mauvaise compliance ou arrêt du traitement antihypertenseur si antécédent d'HTA traité. Ensuite on a tout ce qui est cardiaque et là on évoque plutôt la poussée hypertensive en premier lieu parce qu'on a une tension qui est élevée, qui est à 160/93 mm de mercure. On n'a pas toujours d'argument pour une poussée ischémique aiguë parce que le CG il est correct. Il n'y a pas d'argument pour un trouble du rythme ou de conduction car le CG il est normal. Et il faut toujours rechercher une introduction récente de traitements bradycardisants tels que les bêta-bloquants. Enfin, vous avez tout ce qui est extracardiaque, et là aussi la pneumopathie, donc elle est vraiment à évoquer devant la fièvre, la température à 38, devant les expectorations jaunâtres et bien sûr il faut rechercher toujours l'anémie et la prise d'AINS ou de corticoïdes. Donc là, la seule différence par rapport au cas clinique précédent, c'est que on a surtout, et c'est pour ça que je vous ai mis en vert, les deux diagnostics, les deux facteurs déclenchants les plus probables sont la poussée hypertensive et la pneumopathie, mais il faut quand même donc répondre comme ça pour dire que sinon vous n'aurez pas les points. Si vous répondez poussée hypertensive et pneumopathie, vous n'aurez pas les points. Il faut répondre, rechercher un écart de régime, rechercher une mauvaise compliance, etc. Et toujours les signes négatifs aussi. Il n'y a pas d'argument pour la poussée ischémique
Il n'y a pas d'argument pour les troubles du rythme. Et enfin, tout ce qui est extracardiaque en recherchant l'anémie, la prise d'ANS ou de corticoïdes. On commence par la partie définition. Alors, c'est une question vraiment très fréquente dans les annales. Et pour les candidats qui vont passer la session 2021, donc c'est fort probable que ça soit parmi les questions parce que c'était pas le cas dans les EVC de la session 2020. Et donc c'est une question vraiment, si vous aurez une question sur l'hypertension artérielle, ça sera sûrement une question sur la définition de l'HTA. Donc, il y a le sujet numéro 1, EVCP 2016, Monsieur O, âgé de 78 ans, qui a présenté à plusieurs reprises à votre consultation une pression artérielle de 170/80. Et donc la question numéro 2, comment pouvez-vous valider le diagnostic d'hypertension artérielle et détailler votre réponse? Donc il vous demande de détailler la réponse, c'est pas une question directe ou bien par réponse courte, c'est une question vraiment rédactionnelle. Le sujet 2, pareil, donc je vous ai dit que ça se répète vraiment dans les annales. EVCF 2014, pareil, c'est un homme de 82 ans, sans antécédents, qui se présente à votre consultation pour une vaccination antigrippale. Et ça peut être donc le cas d'une vaccination anti-Covid aussi. Vous lui trouvez une pression artérielle à 160/80 mm de mercure. La question c'est pareil, comment confirmez-vous chez ce patient le diagnostic d'hypertension artérielle permanente? Et la troisième question, c'est question 3 EVCF 2010, la partie A. Donner la définition de l'hypertension artérielle HTA permanente selon la Haute Autorité de Santé chez l'adulte. Donc, la réponse, il faut vraiment répondre de cette façon, avec une réponse rédactionnelle. Donc, la confirmation de l'hypertension artérielle se fait par mesure de la pression artérielle systolique et diastolique au cabinet et à domicile. À domicile, c'est-à-dire soit par automesure, soit par MAPA. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc, avec une mesure, il y a des conditions. Que le patient il soit au repos, en position assise, patient au calme après 5 minutes de repos, avec un matériel homologué semi-automatique et un brassard adapté aux deux bras. Vous pouvez avoir juste une question sur les conditions de la mesure de la tension artérielle. Donc voilà les conditions de la mesure. Et si vous aurez une question complète rédactionnelle, il faut vraiment les mettre parmi la réponse, dans la réponse, parce que ça fait partie de la notation de la réponse. Si vous ne les mettez pas, vous n'aurez pas la note complète. Après, donc au cabinet, il faut faire la mesure 2 fois pendant la consultation, à 3 reprises sur 3 mois. Donc je vous ai mis en vert pour retenir les chiffres et avec une recherche aussi d'hypotension orthostatique associée lors de la consultation. Donc on parle d'HTA si la pression artérielle elle est supérieure ou égale à 140/90 mm de mercure au cabinet. Ça c'est pour le cas de la mesure au cabinet. À domicile, par automesure, donc on a la règle de 3, donc 3 prises le matin et 3 prises le soir, et ça c'est pendant 3 jours d'affilée. Et on parle d'HTA si la pression artérielle elle est supérieure ou égale à 135/85 mm de mercure. Pour la MAPA, la mesure par un matériel automatique portable pendant 24 heures avec une période diurne et nocturne. Donc la période diurne c'est de 6h à 22h et la période nocturne c'est de 22h à 6h du matin. Donc on parle d'HTA si la pression artérielle le matin MAPA diurne elle est supérieure ou égale à 135/85, la MAPA du soir nocturne 120 supérieure ou égale à 120/70 et la MAPA sur 24 heures supérieur ou égal à 130/80. Alors, vous remarquez qu'il y a plein de chiffres, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit moyen mnémotechnique pour retenir tout ça et pour vous aider à retenir donc les chiffres. Donc pour le cabinet HTA au cabinet, donc c'est 140/90, 140 de pression artérielle systolique et 90 de pression artérielle diastolique. Pour l'HTA, donc automesure et aussi la MAPA diurne, c'est le même chiffre, donc
135 pour la systolique et 85 pour la diastolique. Pour la MAPA 24 heures, donc 130 pour la systolique et 80 pour la diastolique. Et pour la MAPA nocturne, donc 120 pour la systolique et 70 pour la diastolique. Donc voilà, c'est un petit tableau qui va vous aider énormément à retenir tous ces chiffres-là. Et juste aussi une petite remarque, comme on a déjà vu lors du cours diabète et syndrome métabolique, donc vous avez le paramètre qui figure parmi les paramètres du syndrome métabolique, c'est l'hypertension artérielle, et elle est supérieure ou égale pour la systolique à 130 et à 85 pour la diastolique. Juste une petite remarque aussi, il faut la mettre aussi comme remarque à la fin de la réponse. Si la pression artérielle elle est supérieure à 180-110, c'est une HTA et on n'a pas besoin de confirmation par mesure à domicile. Et on prescrit le traitement antihypertenseur d'emblée. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il s'agit d'une HTA grade 3. Et on va voir les grades de l'HTA dans la prochaine vidéo. On commence par les facteurs favorisants. Et je vous ai choisi le sujet 3 VCF 2009. C'est vraiment parmi les questions pièges que j'ai trouvé dans les annales. Il faut vraiment faire attention à l'énoncé. C'est pour vous montrer l'intérêt de l'énoncé et surtout des unités. Et on va voir tout ça. Donc une femme de 76 ans qui consulte son médecin pour le suivi d'un diabète de type 2 équilibré par régime. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle n'a pas de symptômes actuels aussi. Son examen clinique il est normal, hormis une pression artérielle à 170-80 mm de mercure, un IMC à 32 kg par mètre carré et un pouls irrégulier. Donc déjà vous avez l'information d'un pouls irrégulier. Son bilan sanguin il est normal avec une hémoglobine glyquée à 6%. Sauf la TSH, elle est à 0,1 unité internationale par litre, avec FT4 à 16 picogrammes par millilitre. Le CG il montre une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec un rythme cardiaque moyen à 82 battements par minute. La question numéro 1, quels sont les facteurs favorisants possibles de son arythmie? Donc déjà la question, on vous demande les facteurs favorisants possibles et non pas confirmés. Et on vous donne, donc la question elle est sous forme de QCM, donc vous avez 5 réponses: hyperthyroïdie, HTA, abus d'alcool, infection aiguë et hypothyroïdie. Juste avant de répondre à la question, donc un petit rappel de cours concernant les facteurs favorisants. En gros, vous avez l'hypocalémie, l'hyperthyroïdie et non pas l'hypothyroïdie, il faut faire attention. L'abus d'alcool, tout ce qui est infection aiguë et non pas infection chronique. L'HTA, l'hypertension artérielle, et l'âge avancé, on va voir ça en détail selon le score de Schatzfask. Donc voilà en gros on va dire les 6 causes, les 6 facteurs favorisants de l'ACFA. Donc on revient à notre question. Donc on vous demande, comme je vous ai dit, les facteurs favorisants possibles. Donc ça peut être possible, c'est pas vraiment confirmé à 100%. Donc la première réponse c'est hyperthyroïdie. C'est vrai que l'hyperthyroïdie ça constitue, comme on a déjà vu, un parmi les facteurs favorisants de l'ACFA. Mais on vous a donné donc le bilan thyroïdien de cette patiente. On a la TSH qui est à 0,1 unité internationale par litre. Et le taux de TSH normal, il est entre 0,4 et 4 milliunités internationales par litre. Donc si on fait la transformation, on va trouver un taux de TSH chez cette patiente à 100 milliunités internationales par litre. Donc la TSH, elle est augmentée. Le taux de T4, normal, il est entre 9 et 17 nanogrammes par litre. Et c'est la même unité que picogrammes par litre. Donc si vous faites la conversion de nanogrammes par litre en picogrammes par millilitre, ça revient au même en fait. Donc elle est égale à 16 nanogrammes par litre ou picogrammes par millilitre. Donc le taux de T4 il est normal. Donc on est devant une TSH augmentée avec T4 normal. Donc la glande thyroïdienne ou la thyroïde elle a besoin d'être surstimulée pour fabriquer davantage les hormones thyroïdiennes. Donc on est plutôt devant une hypothyroïdie et non pas devant une hyperthyroïdie. Donc voilà, c'est un bon piège, c'est une bonne question. Donc vraiment, il faut faire attention déjà au bilan thyroïdien
et surtout aux unités. Parce que là, on vous a donné 0,1 unité internationale par litre, alors que vous avez peut-être, si vous lisez rapidement l'énoncé, donc vous pensez que c'est 0,1 milli-unité internationale par litre, et comme ça vous pensez que vous êtes devant un taux de TSH diminué avec T4 normal, donc c'est plutôt une hyperthyroïdie, alors que c'est pas le cas. C'est plutôt un taux de TSH augmenté avec T4 normal, et donc on est plutôt devant une hypothyroïdie. Donc il faut faire attention, il faut bien déjà interpréter le bilan thyroïdien et savoir interpréter les unités, la différence entre les unités. Donc il faut bien prendre le temps à lire l'énoncé pour ne pas tomber dans ce piège. Ensuite, l'HTA, c'est vrai, c'est possible, c'est pas confirmé, comme on a vu déjà lors du cours HTA, donc il faut vraiment une confirmation de l'hypertension. Là, la tension artérielle, la pression artérielle, elle est à 170/80, donc c'est possible, c'est pas confirmé à 100%, mais c'est possible qu'elle a une hypertension et donc elle a l'HTA comme facteur favorisant de son arythmie. L'abus d'alcool, c'est vrai que ça constitue un parmi les facteurs favorisants, mais ce n'est pas le cas de cette patiente. C'est pas possible parce que la patiente, elle ne boit pas. Donc je vous ai mis en rouge l'énoncé, donc elle ne boit pas, donc c'est pas possible que l'abus d'alcool chez cette patiente sera parmi les facteurs favorisants possibles de son arythmie. L'infection aiguë, on n'a aucune information, donc c'est possible. Et l'hypothyroïdie, ça ne constitue pas un parmi les facteurs favorisants, donc c'est plutôt l'hyperthyroïdie. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien lire l'énoncé pour ne pas tomber dans le piège, parce que si vous répondez hyperthyroïdie, HTA, infection aiguë, vous aurez 0 sur la question. On enchaîne avec la fameuse partie du cours surdosage en AVK, c'est la prise en charge devant un patient qui présente un surdosage en AVK. Et on va voir donc toutes les questions qui concernent la prise en charge. Donc on commence par la question 2 du sujet 3 VCP 2013. On a déjà vu l'énoncé, je vous rappelle rapidement de l'énoncé. Donc c'est une dame de 84 ans qui vit seule à domicile, qui présente des troubles cognitifs. Elle prend un antivitamine K pour une fibrillation auriculaire. Elle a présenté une chute mécanique avec station sol prolongée pour laquelle elle a été hospitalisée. Elle présente un INR à 8 avec un dernier INR connu le 17 juillet 2013 qui était correct à 2,3. Elle présente aussi une hémoglobine à 7 et un important hématome du psoas droit. Donc la question numéro 2, si une intervention devait être nécessaire, quel traitement proposez-vous en urgence pour corriger son hémostase ? Donc là, la question elle est composée de deux parties. Il y a le premier volet qui est la correction de l'hémostase, c'est ça l'urgence en fait. Et le deuxième volet, c'est la programmation de l'intervention. Donc on va commencer par le premier volet, c'est la correction en urgence de l'hémostase. Un petit rappel de cours concernant la correction de l'hémostase. Donc devant un saignement actif, on n'attend jamais le résultat de la valeur de l'INR. On le fait quand même, mais on ne l'attend pas. Parce qu'on sait déjà que le patient il est surdosé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête les AVK, on fait la prescription de la vitamine K pour recréer les facteurs vitamine K dépendants. Et bien sûr, la prescription du PPSP, c'est le concentré des facteurs 10, 9, 7 et 2. Et un petit moyen mnémotechnique pour apprendre les facteurs vitamine K dépendants, c'est 1972, donc facteurs 10, 9, 7 et 2. Donc, peu importe la valeur de l'INR, on ne l'attend pas, donc on fait toujours la même conduite à tenir devant un saignement actif, arrêter les AVK, vitamine K et PPSP. S'il n'y a pas de saignement, donc en cas d'absence de saignement, donc avec un INR cible entre 2 et 3, donc c'est 3 prises en charge, donc soit on fait le saut de prise, soit on arrête les AVK, soit on donne de la vitamine K. Et pour vous aider à apprendre tout ça, donc je vous ai préparé un petit schéma, un petit tableau, donc c'est un moyen mnémotechnique pour apprendre la prise en charge devant l'absence de saignement avec un INR cible entre 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si l'INR elle est inférieur à 4, on fait déjà le saut de prise
et pas de vitamine K. On ne donne pas de vitamine K aux patients. Donc si l'INR il est entre 4 et 6, on arrête les AVK et on donne de la vitamine K per-os, donc à la dose de 1 à 2 mg. Après, si l'INR il est entre 6 et 10, et c'est vraiment donc la partie la plus fréquente lors des questions des annales, donc pareil, on arrête les AVK et on donne de la vitamine K per-os, 1 à 2 mg. Et si l'INR il est supérieur ou égal à 10, on arrête les AVK et on donne la vitamine K per-os, mais à la dose de 5 mg. Donc voilà en gros qu'est-ce qu'on fait devant un INR perturbé avec absence de saignement et objectif entre 2 et 3. Donc retenez surtout, comme je vous ai dit, la partie la plus fréquente donc, lors des questions des annales. Donc généralement on vous donne que ça. On vous donne toujours un INR entre 6 et 10 et on vous demande la prise en charge. Donc c'est toujours arrêter les AVK et donner de la vitamine K per-os à la dose de 1 à 2 mg. Et bien sûr, ne pas oublier, donc à la fin, il faut toujours ajouter le contrôle de l'INR à 48 heures avec réadaptation de la prise en charge en fonction de ce qu'on va trouver comme valeur de l'INR. En cas d'absence de saignement avec un INR cible supérieur à 3, c'est pas à connaître parce que toujours on demande un avis spécialisé pour évaluer la balance bénéfice-risque et on hospitalise le patient, donc c'est pas à connaître lors de ce concours. Donc on revient à notre deuxième question et à notre patient de 84 ans. Donc la question c'était quel traitement proposez-vous en urgence pour corriger son hémostase? Donc la patiente elle présente un important hématome du psoas droit et c'est pour ça que je vous ai dit donc c'est très important la notion de cet hématome du psoas. Donc si confirmation du saignement actif, peu importe la valeur de l'INR, on va arrêter les AVK, on va donner de la vitamine K per-os et surtout privilégier la voie orale. Mais on peut donner aussi parfois par voie intraveineuse s'il s'agit d'un saignement vraiment grave, un saignement hémorragique grave, actif, et on donne le PPSP. Si absence de saignement actif, donc l'INR de la patiente il est entre 6 et 10 avec un INR cible entre 2 et 3, donc on arrête les AVK, on donne de la vitamine K per-os à la dose de 1 à 2 mg, et ne pas oublier surtout à la fin de mentionner la transfusion qui est indiquée si l'hémoglobine elle est inférieure à 7. C'est vrai que l'hémoglobine de la patiente elle est à 7, donc elle est donc limite, mais n'oubliez pas de mentionner ça et on va voir les indications de la transfusion lors du cours anémie. Mais n'oubliez pas cette notion-là, ça va vraiment vous apporter des points lors de la correction. Une parmi les parties importantes de ce module anémie, on va rentrer maintenant dans les mécanismes de l'anémie par carence martiale. Et donc on enchaîne avec le sujet 1 VCF 2018 qu'on a déjà vu, donc la patiente qui se présente avec un bilan biologique avec une hémoglobine à 8, VGM à 72, CCMH à 26, avec des plaquettes à 560 et des globules blancs à 7,5 avec PNN à 4,5 Giga par litre. Et donc la NFS elle était normale un an auparavant. La question numéro 3. Dans l'hypothèse d'une anémie carentielle, que faut-il rechercher à l'interrogatoire? Donc là, on vous donne l'hypothèse d'une anémie par carence martiale, une anémie microcytaire par carence en fer, et on vous demande la question, que faut-il rechercher à l'interrogatoire? Donc là, il faut bien répondre à la question. Donc la réponse sera, il faut raisonner selon les mécanismes de l'anémie fébrile. Donc il faut se rappeler des mécanismes de l'anémie par carence martiale. Le premier mécanisme, c'est la perte de fer par un saignement hémorragique. Essentiellement, les deux saignements les plus fréquents, ce sont le saignement gynécologique et le saignement digestif.
et plus particulièrement l'hématurie macroscopique chronique, épistaxis à répétition, point d'interrogation. Donc, saignement gynécologique, on va chercher la notion de ménométrorragie, la recherche de dispositifs intra-utérins. Pour le saignement digestif, on va rechercher à l'interrogatoire la notion de méléna, de rectorragie, d'hématémèse, d'antécédents d'ulcères gastro-duodénal, d'antécédents familiaux de cancer digestif. Et comme je vous ai dit, parfois on retrouve la notion d'hématurie macroscopique chronique et on pose la question sur un éventuel épistaxis à répétition. Donc voilà, le premier mécanisme de l'anémie par carence en fer, c'est la perte de fer par un saignement hémorragique. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est la carence d'apport de fer. Et pour cela, on recherche la notion de dénutrition, d'anorexie mentale, de consommation excessive de thé. Ensuite, on a le défaut d'absorption de fer. Et on recherche la notion d'antécédent de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de maladies cœliaques, ou bien aussi de résection étendue de l'intestin grêle, qui constitue un défaut d'absorption du fer. Quatrièmement, c'est l'augmentation des besoins. Donc, à savoir la grossesse multiple et aussi le nourrisson prématuré. Et enfin, donc on recherche la notion de prise de médicaments gastrotoxiques tels que les ANS et les anticoagulants. Donc voilà les 5 mécanismes d'une anémie ferrovive. Donc il faut raisonner selon les mécanismes pour rechercher à l'interrogatoire en fonction de chaque mécanisme. Parfois, on vous pose la question sous une autre forme, comme le sujet 4 VCF 2014, qu'on a déjà vu ensemble aussi. C'était la femme de 22 ans qui consulte pour l'asthénie avec un bilan d'une pâleur cutanéo-muqueuse qui révèle une hémoglobine à 7,8, VGM à 74, plaquettes à 560, locaux à 4,5 avec une tension artérielle normale, une CRP normale et un pouls à 90. Question numéro 1, qu'on a déjà vu, quelles sont les 3 principales causes ou mécanismes de l'anémie microcytaire? On a déjà vu ça. La question 2, c'était quel est le mécanisme le plus probable chez cette femme et comment le confirmez-vous? On a déjà vu ça aussi. La question numéro 4, quels sont les 3 principaux mécanismes de ce type d'anémie? Donc là, méfiez-vous, on vous demande juste 3 mécanismes d'anémie. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer les médicaments gastrotoxiques et on va mettre dans le même mécanisme la carence d'apport ou défaut d'absorption. Et donc là, on passe de 5 à 3. Donc, pareil, c'est la même réponse raisonnée selon les mécanismes de l'anémie. Et donc, faire bref, donc le premier mécanisme, c'est la perte de fer par saignement hémorragique. Deuxième mécanisme, c'est carence d'apport ou défaut d'absorption de fer, et on met toutes les causes de carence d'apport et de défaut d'absorption telles que la dénutrition, l'anorexie mentale, consommation excessive de thé, antécédents de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies cœliaques et résection étendue de l'intestin grêle. Et enfin, on met l'augmentation des besoins tels que la grossesse multiple et le nourrisson prématuré. On va commencer la première partie de ce module gériatrie par les chutes simples. Et tout d'abord, on va parler des facteurs prédisposants, facteurs précipitants. Donc, je vous ai choisi le sujet 3 au VCF 2012, patiente de 85 ans adressée aux urgences après une chute. Elle a été retrouvée sur le sol par sa voisine et donc elle est confuse. Sur les antécédents, elle a une HTA, un diabète de type 2, une ostéoporose et une ACFA. Les conditions de vie, donc elle est veuve depuis 3 mois, elle vit seule, elle est autonome auparavant. Pour le traitement, elle prend de la coumadine, des bêta-bloquants Cardentiel 2,5, un comprimé le matin, Diamicran 60, un comprimé le matin, et amlodipine 5, un comprimé une fois par jour. Elle prend aussi du Cotramal Tramadol 2 comprimés par jour, du Lexomil 1 demi-comprimé le soir depuis quelques jours. Au niveau du bilan biologique, donc, on a une glycémie à 0,7, une natrémie à 147, kaliémie à 4, créate à 120 et urée à 15 et INR à 2,1. Donc la question numéro 1, citez 5 mécanismes favorisant ou précipitant la chute chez cette patiente. Un petit rappel de cours concernant les facteurs prédisposants précipitants. Donc il faut savoir qu'il y a une différence entre les facteurs précipitants et les facteurs prédisposants. Les facteurs précipitants, ce sont les facteurs ponctuels, donc impliqués dans le mécanisme direct de la chute.
alors que les facteurs prédisposants, ce sont des facteurs plutôt chroniques et qui résument le terrain à risque de chute. Donc voilà, facteurs précipitants plutôt ponctuels et facteurs prédisposants, c'est facteurs chroniques qui traînent depuis longtemps. Au niveau des facteurs précipitants, donc on a tout ce qui est intrinsèque, donc intrinsèque et iatrogène, tels que les antihypertenseurs qui donnent une hypotension orthostatique et iatrogène, tels que les IEC, les diurétiques, les bêta-bloquants, les psychotropes qui donnent une somnolence et iatrogène, et donc ça va donner une chute, et tout ce qui est antidiabétique oraux, donc qui donne une hypoglycémie iatrogène et donc une chute derrière. Ensuite, on a tout ce qui est intrinsèque cardiovasculaire. On a déjà vu l'hypotension orthostatique iatrogène, mais on peut avoir une hypotension orthostatique non iatrogène. Tout ce qui est syncope, malaise, trouble du rythme ou de conduction. Après, on a tout ce qui est métabolique, tel que l'hypoglycémie, l'hyponatrémie. Neurologique et vestibulaire, l'épilepsie, la confusion, les vertiges, nystagmus, etc. Et tout ce qui est infectieux, donc fièvre, déshydratation. Donc voilà en gros les facteurs précipitants intrinsèques. Ensuite, on a tout ce qui est facteurs précipitants comportementaux, tels que la prise de risque, l'intoxication alcoolique, donc tels que l'alcoolisme aigu, et l'isolement socio-familial. Et enfin, on a tout ce qui est environnemental, donc les facteurs précipitants environnementaux, tels que le mauvais éclairage, les chaussons inadaptés, etc., etc. Pour les facteurs prédisposants, donc chroniques, on a l'âge qui est supérieur à 80 ans, le sexe féminin, les antécédents de chute et de fracture, la polymédication donc supérieure ou égale à 4 médicaments, et tout ce qui est autres facteurs, j'ai essayé de les mettre ensemble, donc troubles de la marche ou de l'équilibre, faiblesse musculaire, dénutrition, arthrose et déformation osseuse, troubles cognitifs, baisse de l'acuité visuelle et syndrome dépressif. Donc voilà, retenez les 4 principaux facteurs prédisposants tels que l'âge supérieur à 80, le sexe féminin, l'antécédent de chute et de fracture, la polymédication, Et si on vous demande plus que 4, donc vous pouvez rajouter n'importe quel autre facteur. Donc revenons à notre question. Donc c'était une patiente de 85 ans. Donc, elle a déjà l'âge qui est supérieur à 80. Elle est confuse, elle a une HTA, diabète de type 2. Elle est veuve depuis 3 mois, elle vit seule. Elle prend comme traitement bêta-bloquant, diamicran, amlodipine, tramadol, Lexomil le soir depuis quelques jours. Et au niveau du bilan biologique, on trouve une glycémie surtout à 0,7. Et on vous demande, il faut faire attention, les 5 mécanismes favorisants ou précipitants. Donc tout ce qui est âge, sexe féminin, polymédication, syndrome dépressif, c'est pour ça que j'ai mis attention en bas, donc veuve depuis 3 mois, qui sont des facteurs prédisposants chroniques. Et donc, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande plutôt les mécanismes favorisants, précipitants, ponctuels. Donc, on va mettre l'hypotension orthostatique parce que la patiente elle est sous cardancielle sous amlodipine. On a aussi la somnolence iatrogène, la patiente elle est sous tramadol, Lexomil. On a l'hypoglycémie iatrogène. Déjà, on a une glycémie à 0,7 et la patiente elle est sous diamicran. Cardiovasculaire, donc elle a une ACFA, donc trouble de rythme, et comportementaux, donc la patiente elle vit seule à domicile. Donc, et ça va favoriser la chute. Donc, on peut mettre une petite remarque à la fin, donc pour dire que la confusion, elle peut constituer une cause de la chute, comme on a déjà vu dans les facteurs précipitants neurologiques, mais aussi elle peut aussi être une conséquence de la chute. Donc, je ne vous conseille pas de la mettre. Si jamais on vous demande 6 ou 7, donc on peut la rajouter, mais là on vous demande déjà 5, donc on peut mettre ces 5 facteurs-là. Mais vous pouvez rajouter une petite remarque à la fin pour dire que la confusion, elle peut constituer une cause ou bien elle peut être la conséquence de la chute. On enchaîne avec le grand chapitre BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive dans cette deuxième partie des pathologies respiratoires.
Donc, on va commencer par les définitions et la physiopathologie. Donc, je vous ai choisi toujours le même sujet de VCF 2017. C'était l'homme de 63 ans qui consulte son médecin généraliste pour la toux invalidante diurne et nocturne. Et donc, cet homme, il a fumé 20 cigarettes par jour entre 15 et 19 ans, puis 30 cigarettes par jour jusqu'à l'âge de 55 ans, puis 5 cigarettes par jour depuis. Donc, au départ, l'orientation du sujet, c'était concernant tout ce qui est tabac. On a calculé le nombre de paquets années et on a évoqué les pathologies secondaires au tabac. La question numéro 4, donc changement d'orientation du sujet, vous suspectez une bronchite chronique, comment affirmez-vous le diagnostic? Donc là, on vous demande clairement la définition de la bronchite chronique. Il faut savoir que la bronchite chronique, c'est pas la BPCO. Donc, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, bronchite chronique, le diagnostic, il est purement clinique. C'est la toux productive quotidienne sur ou bien pendant 3 mois par an et sur 2 années consécutives. Donc, voilà la définition de la bronchite chronique. Et la bronchite chronique, c'est pas la définition de la BPCO parce que la BPCO, ça englobe en fait la bronchite chronique. Définition de la BPCO, c'est à la base une bronchite chronique, mais associée à un trouble ventilatoire obstructif, TVO, qui est non complètement réversible, et ce qui fait la différence avec l'asthme, et on va voir en détail donc la différence avec l'asthme dans le cours asthme. Donc la spirométrie de la BPCO, ça sera donc, il faut mesurer le VMS et la capacité vitale forcée avant et après administration de bronchodilatateurs, ce qu'on appelle le test de réversibilité. Et donc, on fait le calcul du rapport de Thévenot, c'est le rapport entre le VMS et la capacité vitale forcée, et il est inférieur à 0,7 ou 70%, et c'est pour ça qu'on parle d'un trouble ventilatoire obstructif. Donc, BPCO égale bronchite chronique, déjà, et vous mettez déjà la définition de la bronchite chronique, associée à un trouble ventilatoire obstructif, TVO, non complètement réversible, avec un rapport Thévenot inférieur à 0,7 ou 70%. La physiopathologie de la BPCO, la question, quels sont les 3 points importants de la pathologie BPCO? Donc, on vous demande les 3 points de la physiopathe de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, il faut les apprendre, ce sont l'inflammation bronchique et bronchiolaire, le remodelage bronchique et la destruction parenchymateuse emphysème. Donc voilà les 3 points importants de la physiopathologie BPCO. Là, c'est plutôt la physiopathologie de l'exacerbation de BPCO. Donc sujet 4 VCF 2017, question numéro 5. Quels sont les 2 principaux mécanismes physiopathologiques d'une exacerbation de BPCO? Il faut savoir qu'il y en a 2 principaux mécanismes. Il faut juste les citer. Le premier, c'est le syndrome obstructif, et le deuxième mécanisme, c'est la distension thoracique. Et il faut savoir aussi qu'il y a un 3e mécanisme qui est secondaire, qui n'est pas principal. Donc si jamais on vous demande 3 mécanismes, donc vous pouvez rajouter à la fin l'épuisement musculaire progressif. On finit la partie définition et physiopathologie par une petite remarque concernant les facteurs favorisants de l'exacerbation BPCO. Donc, principalement, c'est la surinfection bronchique. Après, on peut trouver les foyers infectieux dentaires, les pics des pollutions, etc. Donc, c'est pas la physiopathe, c'est pas la définition. Les facteurs favorisants, donc surinfection bronchique principalement, et d'autres facteurs secondaires, tels que le foyer infectieux dentaire et les pics de pollution. On commence par la première partie de ce module, donc évaluation et caractéristiques de la douleur. Sujet 6 EBCF 2016, question numéro 1. Et la première partie de la question, comment évaluez-vous la douleur de vos patients, qu'il s'agisse d'une douleur aiguë ou chronique? Donc juste avant de répondre à cette question, il faut savoir les caractéristiques, les 7 caractéristiques de la douleur. Donc je vous ai mis les 7 caractéristiques de la douleur et je vous donne un conseil, essayez de faire donc par analogie, de les apprendre par analogie à ce qu'on a vu lors des caractéristiques de la douleur thoracique. Donc rappelez-vous
lors du cours IDM, ce qu'on a vu par rapport aux caractéristiques de la douleur thoracique. Essayez de faire le lien avec pour donc vous aider à retenir les caractéristiques de la douleur en général. Donc, première caractéristique, c'est le type de la douleur. Et on va voir en détail les types de la douleur dans la prochaine partie. Mais il faut juste savoir pour le moment qu'il y a 3 types qui sont la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et donc la troisième qui est la douleur psychogène. Donc après, on a la deuxième caractéristique de la douleur, c'est l'intensité de la douleur. Ensuite, la localisation et les radiations. Ensuite, les conséquences de la douleur, à savoir l'impotence fonctionnelle, l'arrêt maladie, le retentissement psychogène, etc. Ensuite, la durée de la douleur. Donc si elle est inférieure à 3 mois, donc on parle de douleur aiguë. Et si elle dépasse donc 3 mois, supérieure ou égale à 3 mois, ça va être une douleur chronique. Ensuite, sixième caractéristique, c'est les facteurs déclenchants, calmants ou aggravants. Donc tout ce qui est facteur qui déclenche ou qui calme ou aggrave la douleur. Et enfin, les traitements essayés antérieurement, ce qu'on a essayé comme traitement de la douleur. Donc voilà les 7 caractéristiques de la douleur. Vous pouvez avoir une question là-dessus. Donc on vous demande juste quelles sont les caractéristiques de la douleur. Donc il faut détailler tous les 7 caractéristiques en fait. Voilà. Donc on revient à notre question. Donc la première partie de la question, comment évaluez-vous la douleur de vos patients, qu'il s'agisse d'une douleur aiguë ou chronique? Donc l'évaluation de la douleur, on va évaluer la douleur sur le plan type de la douleur. On va utiliser l'échelle D1-4, c'est une échelle qualitative pour évaluer la douleur neuropathique et on va voir en détail aussi dans la douleur neuropathique dans ce module après. Donc pour évaluer le type de la douleur, il faut juste mettre échelle D1-4, c'est une échelle qualitative qui permet d'évaluer la douleur neuropathique. Sur le plan intensité, pour évaluer l'intensité de la douleur, on a des échelles quantitatives qui sont l'échelle numérique et l'échelle visuelle analogique, le VA, très connu. Donc voilà sur le plan quantitatif pour évaluer l'intensité. Et sur le plan hétéro-évaluation, donc si le patient n'arrive pas à évaluer la douleur, et fréquemment c'est chez le sujet âgé, donc dans ce cas-là, on utilise 2 échelles qui sont l'échelle de l'O+ et Algo+. Donc voilà sur le plan quantitatif et sur le plan donc hétéro-évaluation pour évaluer l'intensité. Et enfin, donc on évalue le retentissement et les conséquences de la douleur. Donc pour faire ça, on utilise l'échelle HADS et l'échelle QCD. Donc la deuxième partie de la question, quels sont les 2 principaux éléments à identifier lors de l'évaluation d'une douleur chronique qui permettront le choix d'un traitement et la surveillance évolutive? Donc, il faut savoir que cette question, elle est mal posée. Pourquoi? Parce que là, dans la deuxième partie, on a déjà répondu à cette partie de la question dans la première partie. Donc, il faut savoir que ce type de question, vous aurez plus donc des questions pareilles dans les prochaines sessions de concours des EBC, parce qu'il s'agit là d'une question mal posée, sauf s'il y aura une erreur et on vous dira ça donc lors des épreuves pour vous dire qu'il y a une question qui est mal posée, mais normalement ce type de question, donc il y aura plusieurs filtres pour filtrer les questions et ce type de question vous l'aurez plus dans les prochaines sessions des EBC. Mais on répond quand même à cette question. Donc là, on va répondre, donc on va reprendre ce qu'on a déjà répondu dans la première partie. Donc on va évaluer la douleur sur le plan retentissement et conséquences, ce qu'on a déjà vu. Donc on va revenir juste en arrière. Donc voilà, le retentissement et conséquences, on a dit qu'on utilise l'échelle HADS et l'échelle QCD. Donc dans la deuxième partie, donc évaluation de la douleur sur le plan retentissement et conséquences, on va utiliser l'échelle HADS, c'est Hospital Anxiety and Depression Scale, pour évaluer la composante anxieuse et dépressive. Donc ça c'est le premier élément à identifier, donc c'est la composante anxieuse et dépressive, on utilise l'échelle HADS. Et le deuxième
principal élément à identifier, c'est le retentissement de la douleur sur le comportement quotidien. On utilise l'échelle QCD. Donc voilà, mais il faut savoir que ce type de question, vous l'aurez plus. Donc normalement, vous aurez soit la première partie et on s'arrête juste à la première partie de la question. Ensuite, on a le sujet 2 BCP 2016. Donc, question numéro 2, citez 3 échelles d'évaluation de la douleur que vous connaissez. Donc là, je vous laisse le choix de choisir 3 échelles parmi les échelles qu'on a déjà vues. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle échelle parmi, soit pour évaluer le type de la douleur, vous pouvez mettre l'échelle DN4, c'est une échelle qualitative. Ensuite, vous pouvez mettre tout ce qui est donc pour évaluer le retentissement et conséquences, c'est l'échelle HADS et QCD. Et vous pouvez mettre aussi les échelles quantitatives pour évaluer l'intensité, donc l'échelle numérique et le VA. Et hétéro-évaluation pour le patient sujet âgé surtout, donc de l'O+, et ALCO+. Donc vous pouvez choisir n'importe lesquelles, juste mettre 3 échelles d'évaluation. Donc là, déjà, on ne vous précise pas est-ce qu'il s'agit d'échelles qualitatives, hétéro-évaluation ou quantitative, donc vous pouvez mettre n'importe quelle échelle. Donc juste, on va finir cette partie par les échelles du sujet âgé. Donc il faut savoir que les échelles à utiliser chez le sujet âgé, on peut utiliser toutes les échelles parmi les échelles qu'on a déjà vues, mais les plus utilisées ce sont les échelles d'hétéro-évaluation, à savoir l'ALCO+, et on l'utilise pour surtout la douleur aiguë, et pour la douleur chronique, on utilise l'échelle de l'O+.